Que faut-il faire à une berline familiale ordinaire pour qu'au bout de 40 ans, elle se vende plus cher qu'une voiture neuve de la même catégorie? La réponse est simple et légèrement indécente. Il faut la transformer en une voiture adorée par les voleurs, détestée par les compagnies d'assurance et vénérée par ceux qui ne l'ont jamais possédée. Voici le paradoxe. Cette voiture a causé plus de morts parmi les conducteurs du dimanche que n'importe quel supercar de son époque. Sa suspension arrière fonctionnait comme un piège à ressort. Un seul relâchement brutal de l'accélérateur dans un virage et vous dérapez en marche arrière dans le fossé en bord de route. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la voiture d'occasion allemande la plus prisée au monde. Aujourd'hui, nous allons analyser comment une modeste boîte allemande à propulsion est devenue le rêve de chaque casse-cou et le cauchemar de toute personne soucieuse de l'argent des autres. Comment un ingénieur avec une meuleuse a créé une carrosserie que la direction interdisait de produire? Et pourquoi la version pour retraités avec un moteur qui calait déjà à régime moyen a fini par sauver toute la marque? Il s'agit de la BMW série 3. Le code usine de la carrosserie, E30. Commençons par le début. Et ce début n'a pas été triomphal, mais nerveux. Le fait est que cette voiture avait une prédécesseur. Et cette prédécesseur était moyenne. Elle s'appelait E21. Elle était belle, mais étroite. Sa tenue de route était capricieuse. Et surtout, en cas d'accident, elle ne se comportait pas bien. L'habitacle n'était pas assez protégé. Pour une marque qui a construit toute son image sur la supériorité technique, c'était une honte sourde, mais douloureuse. C'est pourquoi, en juillet 1976 à Munich, un nouveau projet a été lancé. Nom de code, Entwicklung 30. Traduit littéralement de l'allemand, cela signifie simplement « développement numéro 30 ». Pas de poésie. Les Allemands ne sont généralement pas portés sur la poésie quand il s'agit d'un cahier des charges technique. La mission était claire. Corriger les erreurs du modèle précédent. Rendre l'habitacle plus sûr. Rendre la conduite plus prévisible. Et, si possible, ne pas ruiner l'entreprise dans le processus. Il faut dire un mot sur l'homme qui a dessiné cette voiture. Le designer principal de BMW à cette époque était Klaus Lütte. C'était l'une des personnalités les plus talentueuses de l'industrie. C'est lui qui était responsable de ce langage visuel distinctif grâce auquel toute BMW des années 80 est reconnaissable à 1 kilomètre. Des lignes pures, rien de superflu, une agressivité contenue. Le destin de cet homme a été horrible, et nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, retenez une chose. L'apparence de l'E30 n'a pas été dessinée par des amateurs. Le designer chargé de l'extérieur s'appelait Boyke Boye, et ils ont fait leur travail à la perfection. La voiture est si harmonieuse que sa silhouette n'a pas vieilli jusqu'à aujourd'hui. C'est rare. La plupart des voitures des années 80 ressemblent aujourd'hui à des artefacts ridicules d'une époque révolue. Tandis que l'E30 semble pouvoir se tenir à côté de voitures modernes sans baisser timidement ses phares. Mais il y avait une autre personne sans laquelle toute cette histoire n'aurait aucun sens. Il s'appelait Eberhard von Kuenheim. Il était le chef de l'entreprise. Et c'est lui qui a transformé BMW d'un constructeur local en un empire mondial. Avant lui, BMW était une marque respectée mais modeste. Après lui, c'est une marque connue sur tous les continents. L'E30 est devenu l'un des principaux instruments de cette transformation. La première mondiale a eu lieu en octobre 1982 au Salon automobile de Paris. Et voici la première particularité intéressante, qui en surprend plus d'un. Seule la version 2 portes est mise en vente. Et ici, il faut immédiatement tuer l'un des mythes de garage les plus tenaces. Dans le langage courant, l'E30 2 portes est appelé coupé. Cela sonne bien, cela sonne sportif. Et c'est techniquement faux. D'un point de vue architectural de la carrosserie, ce n'est pas un coupé. C'est une berline 2 portes.
La différence est énorme, bien que cela puisse sembler une pinaillerie à première vue. Un vrai coupé n'a pas de montant central entre les portes et les fenêtres arrière. Et ces portes sont généralement sans encadrement autour des vitres. Regardez la BMW série 6 de cette époque. Voilà un coupé. Or, le 32 portes possède à la fois un montant central marqué et un encadrement complet des fenêtres sur les portes. C'est une berline à laquelle on a simplement supprimé une paire de portes. Donc, la prochaine fois que quelqu'un appellera avec admiration cette vieille deux portes un coupé, vous pourrez sourire avec condescendance. C'est une petite joie pour un vrai maniaque. Le moteur de la version de base n'inspirait pas non plus de respect sacré. Le modèle le moins cher s'appelait 316. Selon cette logique, on aurait pu s'attendre à un moteur de 1,5 litres. Mais la logique et le marketing BMW sont deux univers différents. En réalité, sous le capot se trouvait un 4 cylindres en ligne d'un volume de près de 1,8 litres. Le code usine de ce moteur était M10B18. Il était alimenté par un carburateur. Il délivrait 90 chevaux. La voiture atteignait 100 km/h en 12 secondes et demie. Retenez ce chiffre. 12 secondes et demie. Au regard d'aujourd'hui, c'est la vitesse d'un fourgon chargé avec une remorque. Ce n'est pas une sportive. Ce n'est même pas une question de vitesse. En revanche, la voiture était légère, moins d'1 tonne à vide. Et elle avait une propulsion arrière. Et encore plus important que le moteur, elle avait du caractère. Et ce caractère allait très vite transformer cette modeste petite Allemande en l'une des voitures les plus controversées de l'histoire. Car cette fameuse suspension arrière, dont les ingénieurs de Munich étaient fiers, était en réalité un piège chargé. Et elle attendait son heure. Ainsi, la voiture est sortie. 2 portes, légère, propulsion arrière et assez lente dans sa version de base. On pourrait penser qu'à Munich, rien ne pouvait mal tourner. Tout pouvait mal tourner. Et c'est une marque voisine qui a été la première à dérailler. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut se remettre dans le contexte. Nous sommes au début des années 80, et le principal concurrent de BMW, Mercedes-Benz, lance sur le marché une voiture qui devait écraser les Munichois. C'était la Mercedes-Benz 190. Son code usine, WE201. Cette berline compacte avait été conçue avec une précision maniaque typiquement allemande, si bien que les ingénieurs en parlent encore aujourd'hui à voix basse et avec respect. Sa suspension avait été développée comme si le destin de la nation en dépendait. Elle était solide comme un coffre-fort. Elle était silencieuse. Et elle était 4 portes. Or, à ce moment-là, BMW n'avait qu'une 2 portes. Et c'est là que Munich a commencé à transpirer. Vous comprenez le problème. L'acheteur familial ne veut pas passer à l'arrière en levant le siège avant, tenant un enfant d'une main et un sac de courses de l'autre. L'acheteur familial veut 4 portes, et BMW n'en avait pas. Mais son concurrent en avait. Et ce concurrent brillait dans chaque concession, comme la promesse d'une vie adulte confortable. C'est pourquoi, en septembre 1983, BMW lance en urgence une version 4 portes. Ce n'était pas prévu dans un beau plan initial. C'était une réaction de pompier face au succès d'autrui. En réalité, BMW rattrapait le train en marche, en greffant à sa voiture 2 portes supplémentaires pour ne pas perdre la plus grosse part du marché. Et vous savez quoi? Ça a marché. La 4 portes a bien marché. Mais les journalistes allemands n'ont pas accueilli la berline 2 portes avec des applaudissements lors du premier essai. Un magazine allemand de référence, celui qui teste tout, a écrit dès novembre 82 que la banquette arrière était étroite. Les Allemands ne sont jamais généreux en compliments quand il s'agit de l'espace pour les jambes. Mais tout cela n'était que des enfantillages comparés au véritable enjeu. À ce qui fait que cette voiture est encore aujourd'hui à la fois aimée et redoutée.
Il s'agit de la suspension arrière. À l'arrière, le 30 était équipé d'une suspension indépendante à bras semi-trailing. En anglais, cela s'appelle « semi-trailing arm ». Ça sonne sérieux. Et à l'époque, c'était en effet une solution progressive. La plupart des concurrents bon marché avaient à l'arrière un essieu rigide, simple, qui sautait sur chaque bosse comme une chèvre effrayée. Tandis que chez BMW, chaque roue arrière bougeait indépendamment. Cela procurait une agréable douceur de conduite et une bonne adhérence en conduite tranquille. Mais cette conception avait un caractère meurtrier, intégré d'usine. Et il se manifestait dans un scénario précis. Prenons le temps d'expliquer cela lentement, car c'est le plus important de notre histoire. Imaginez une situation simple du quotidien. Vous abordez un virage rapide. Disons que vous pensez être entré trop vite. Votre cœur s'accélère. Et vous faites ce que ferait toute personne normale dans un moment de peur. Vous retirez brusquement le pied de l'accélérateur. C'est à cet instant précis que la voiture décide de vous punir. Quand vous relâchez l'accélérateur en virage, le poids du véhicule bascule instantanément vers l'avant, sur les roues avant. L'arrière de la voiture se décharge alors, devient léger. C'est là que la géométrie perfide des bras semi-trailing entre en jeu. Lors de cette décharge, les roues arrière changent d'angle. Le carrossage devient fortement positif. Pour simplifier, les roues rabattent leurs bords inférieurs vers l'intérieur, vers le centre de la voiture, et ne touchent la route qu'avec le bord extérieur du pneu. La surface de contact avec l'asphalte chute brutalement. L'adhérence de l'essieu arrière s'évapore en une fraction de seconde. Et l'arrière de la voiture, perdant toute traction, part immédiatement en dérapage. Un dérapage violent, méchant, soudain. En anglais, ce phénomène s'appelle « lift-off oversteer », survirage au lâcher d'accélérateur. Le problème, c'est que cela se produit précisément quand le conducteur s'y attend le moins. Pas à l'accélération, pas en drift, mais au moment de panique, quand le pied est déjà levé de la pédale. Un pilote expérimenté connaissait ce comportement et s'y préparait. Il maîtrisait la voiture au volant et en contrebraquant avec l'accélérateur. Mais un conducteur ordinaire, qui achetait cette belle Allemande simplement parce qu'elle était belle, ne comprenait pas ce qui se passait. Il tournait le volant, appuyait sur les freins et finissait par reculer directement dans le fossé, sur un glissière de sécurité ou contre un poteau en face. Cette suspension a enterré des centaines d'amateurs de conduite rapide le week-end. Ils voulaient se sentir pilotes. La voiture leur offrait gracieusement cette opportunité, puis leur présentait la facture de leur présomption. Et c'est ici que nous arrivons à une idée intéressante. Ce défaut était un vice, mais un vice qui donnait à la voiture un caractère incroyablement vivant et sincère. La voiture communiquait avec le conducteur. Elle exigeait du respect. Elle punissait la stupidité et récompensait le talent. Les voitures modernes, avec leurs assistants électroniques, ne tiennent pas ce genre de dialogue. Elles corrigent silencieusement chacune de vos erreurs. Mais le 30 était honnête jusqu'à la cruauté. Et c'est pour cette honnêteté qu'elle était adorée par ceux qui savaient s'entendre avec elle. Mais le vrai cauchemar avec les compagnies d'assurance ne commença pas à cause de la suspension. Il commença lorsque cette voiture légère commença à recevoir de vrais moteurs puissants. Et lorsque des personnes qui n'avaient pas l'intention de la payer s'y intéressèrent. Septembre 1985. Salon de Francfort. Ce fut le point où la modeste petite Allemande cessa définitivement d'être un simple transport familial pour commencer à devenir une légende. Même si j'avais promis de ne pas employer le mot « légende », appelons cela simplement une icône. C'est plus juste. Cette année-là,
BMW présenta 3 nouveautés, chacune méritant une discussion à part. Premièrement, la version à transmission intégrale, l'indice 325iX. À l'époque, la transmission intégrale sur une voiture particulière était une excentricité réservée aux riches. Deuxièmement, le cabriolet. Un vrai cabriolet, sans arceau de sécurité au-dessus de la tête. Juste le ciel ouvert et le vent. Une décision audacieuse, mais nous y reviendrons plus tard. Et troisièmement, ce pourquoi la moitié des gens regardent des vidéos sur cette voiture. La BMW M3. Ici, il va falloir à nouveau briser un mythe. Parce que tant de mythologies de garage se sont accumulées autour de cette voiture que la véritable histoire d'ingénierie est enterrée dessous depuis longtemps. Le mythe dit ceci. La M3, c'est une série 3 ordinaire à laquelle on a greffé un moteur plus puissant, ajouté un aileron et élargi les passages de roues. En gros, la même voiture, juste plus agressive. C'est complètement faux. Et voici pourquoi. Prenez une E30 ordinaire et placez-la à côté d'une M3. À première vue, elles se ressemblent comme des frères. Mais parmi toutes les pièces de carrosserie, elles n'ont en commun que 4 éléments. Le capot, le toit, les panneaux intérieurs des portes et le toit ouvrant. Voilà tout. Absolument tout le reste de la M3 est unique. Les ingénieurs du département BMW Motorsport n'ont pas simplement fixé un kit carrosserie. Ils ont refait la géométrie même de la carrosserie pour l'aérodynamique. Ils ont modifié l'angle d'inclinaison de la lunette arrière. Pour que cela soit possible, ils ont dû installer une extension en plastique plus large sur le montant arrière de la carrosserie. C'est pourquoi la M3 a ses montants arrière épais si caractéristiques, qu'on ne peut pas confondre. Ensuite, c'est encore plus intéressant. Ils ont relevé le couvercle du coffre de 40 mm. Pas pour l'esthétique, mais pour que le flux d'air s'écoule correctement à l'arrière à haute vitesse. Chaque millimètre comptait pour la course. Enfin, sur l'E30 ordinaire, les vitres avant et arrière étaient montées sur joints en caoutchouc, comme sur toute voiture normale. Sur la M3, elles ont été collées solidement. Pourquoi ? Pour la rigidité de la caisse. Une vitre collée agit comme un élément structurel supplémentaire. La carrosserie devient plus rigide et répond plus précisément au volant. Voilà la différence entre un simple gadget marketing et une vraie arme de course. La M3 n'a pas été conçue pour frimer devant le supermarché. Elle a été conçue pour l'homologation en course de tourisme. Selon les règles de ces compétitions, il fallait produire un nombre défini de voitures de route pour obtenir le droit d'engager la version course sur circuit. Et BMW l'a fait avec une précision maniaque. Le résultat a dépassé toutes les attentes. La M3 est devenue l'une des voitures de course les plus victorieuses de l'histoire des championnats de voitures de tourisme. Elle gagnait si souvent et si facilement que ses rivaux commençaient à stresser rien qu'en voyant ses montants arrière épais sur la grille de départ. Mais laissons les triomphes sportifs et redescendons sur terre. Parce qu'en parallèle à ce triomphe de l'ingénierie, une toute autre histoire se déroulait. L'histoire de la même marque, presque étranglée par la crise pétrolière et l'État. Cela se passait sur le principal marché de BMW. Le marché des États-Unis d'Amérique. C'est de là que venait la majorité des bénéfices. Et c'est là, au milieu des années 80, qu'une situation a mis la marque dans une posture extrêmement délicate. D'un côté, il y avait des normes sévères en matière d'environnement et de consommation de carburant. De l'autre, une récente crise pétrolière avait gravé dans les esprits américains une idée simple. Une consommation élevée, c'est mauvais. Cela pèse sur le porte-monnaie. BMW s'est retrouvé piégé. Leur moteur sportif aimait les hauts régimes et consommait l'essence comme un homme en bonne santé. Mais le marché réclamait économie et sobriété.
Alors les ingénieurs ont fait ce que les fans de la marque évoquent encore aujourd'hui avec frisson. Ils ont créé un moteur pour retraités. Une cylindrée de 2,7 litres. Code usine M20B27. La voiture s'appelait 325E. La lettre E, ici, vient du mot grec signifiant efficacité. Et ce gros moteur délivrait tout juste 122 chevaux. Mais le plus drôle ne résidait pas dans la puissance. Le plus drôle était dans le caractère. La zone rouge du compte-tours, cette zone où commence le plaisir, débouchait à 4500 tours par minute sur ce moteur. Pour une marque sportive, c'est une insulte. C'est le régime d'un camion diesel. Le moteur était réglé pour fournir tout son couple bas dans les tours et détestait la montée en régime. Les fans méprisaient cette version. Ils la qualifiaient de morne. Ils disaient que ce n'était pas une BMW, mais un canapé sur roue avec une hélice sur le capot. Mais voici la dure ironie. C'est précisément cette version morne, peu aimée et lente pour retraités, qui a sauvé les ventes de toute la marque aux États-Unis au milieu des années 80. Pendant que les passionnés faisaient la moue, les Américains ordinaires en achetaient par milliers. Parce qu'elle était économique, fiable à bas régime, et qu'elle n'effrayait pas avec la facture à la pompe. On obtient une image amusante. D'un côté de la chaîne de montage, sortait une M3 sans compromis, la fierté des ingénieurs. De l'autre, sortait cette lente 325e que les ingénieurs avaient honte de montrer. Et c'est la seconde qui payait les salaires des créateurs de la première. Mais ce n'était qu'un avant-goût. Les vraies bizarreries et le cauchemar principal des assureurs nous attendent plus loin. Là, il y aura un ingénieur avec une meuleuse, des pare-chocs américains disgracieux et une épidémie de vol qui a submergé un pays entier. Commençons par une histoire qui, dans une entreprise normale, n'aurait tout simplement jamais pu arriver. Mais chez BMW, elle est arrivée et est devenue une légende au sein même de l'usine. BMW avait un ingénieur prototypiste nommé Max Reisbeck, un homme talentueux et ordinaire qui fabriquait des prototypes. En 1984, il eut un problème très banal. Il avait un enfant, et cet enfant avait une poussette. Et dans le coffre de la berline E30, la poussette ne rentrait pas. Toute autre personne aurait simplement acheté une voiture plus grande et aurait oublié ça. Mais Max était ingénieur, et cela le frustra, non pas en tant que père, mais en tant que professionnel. Il considérait qu'une voiture devait pouvoir transporter une poussette. Point final. Alors, il fit quelque chose. Il acheta une berline accidentée. Pas neuve, mais vraiment accidentée, pour ne pas avoir de scrupules. C'était une version 323i. Il ramena cette voiture au garage d'un ami. Il prit une meuleuse en main et commença à découper la carrosserie. Il n'avait aucun plan, pas d'approbation de la direction, pas de projet officiel. Il avait juste un ingénieur, une meuleuse et de l'entêtement. Il a découpé l'arrière du toit. Il a repulé le montant arrière. Il a allongé la ligne du toit de 12 cm. Et à la place du petit coffre de la berline, il a obtenu un véritable espace de chargement avec un grand haillon arrière. En clair, il a fabriqué de ses mains, dans le garage de quelqu'un d'autre, sans aucun plan, un break. Lorsqu'il eut fini, il n'a ni jeté la voiture, ni gardé pour lui. Il fit preuve d'un certain courage. Il amena sa création maison directement au siège de BMW et la montra au patron. Là commence la partie la plus intéressante. Les patrons auraient dû le licencier, car la position officielle de la direction BMW sur les breaks était claire et méprisante. Un break était considéré comme une voiture pour peintres et plombiers. Une voiture pour ceux qui transportent des seaux de peinture et des tuyaux. Bref, l'exact opposé de l'image sportive que la marque cultivait avec soin. La direction refusait catégoriquement de produire un break. C'était jugé indigne.
Mais quand les patrons virent ce que Max avait fabriqué à la meuleuse dans ce garage, ils se turent. Car la qualité d'exécution était si élevée et la voiture si harmonieuse qu'il n'y avait rien à redire. On aurait dit que le break avait été pensé dès le départ. Les proportions étaient parfaites. Au final, la voiture fut mise en production presque sans modification de sa conception. Cette carrosserie née d'une rancune personnelle d'un ingénieur contre un coffre trop petit devint un modèle officiel. Elle fut baptisée Touring et intégra la chaîne de montage lors de la grande mise à jour de la gamme en septembre 1987. D'ailleurs, à propos de cette mise à jour, il faut dire quelques mots à part. En interne, on l'appelait la deuxième phase. La voiture fut sérieusement rafraîchie. Le changement le plus visible toucha les pare-chocs. Auparavant, la voiture avait des pare-chocs chromés à l'ancienne. Ils furent remplacés par des pare-chocs en plastique, peints couleur carrosserie et intégrés à la forme générale. La voiture paraissait immédiatement plus moderne et plus adulte. Les feux arrière furent agrandis. Les phares reçurent des lentilles. Des détails, mais qui ensemble rajeunirent la voiture. Et maintenant, parlons des pare-chocs, mais dans un tout autre contexte. Et ce contexte nous ramène de nouveau de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. En effet, aux États-Unis, une loi fédérale mettait les designers européens littéralement au bord des larmes. La loi exigeait que le pare-choc d'une voiture résiste à un choc à 5 miles par heure, sans aucune déformation de la carrosserie. L'intention était louable. L'objectif était de protéger le consommateur des frais excessifs de réparation après de petits accrochages urbains, par exemple sur un parking. Mais appliquer cette idée à une élégante Allemande tournait au désastre. Pour résister à un tel choc, il fallait monter sur la voiture d'énormes et lourdes barres en aluminium. Et ces barres n'étaient pas fixées solidement, mais montées sur des amortisseurs spécifiques qui saillaient de la carrosserie. Résultat, la svelte et fine E30 pour le marché américain recevait à l'avant et à l'arrière des appendices monstrueux qui dépassaient. On les surnommait les planches plongeantes. Ils sortaient de la voiture comme des skis trop grands. Ils anéantissaient complètement l'harmonie sur laquelle les designers de Munich avaient tant travaillé. Les designers à Munich étaient horrifiés. Ils dessinaient une silhouette pure et unie, et se retrouvaient avec une voiture bardée d'énormes excroissances sur les côtés. Mais ils ne pouvaient rien y faire. La loi, c'est la loi. Et le marché américain représentait le principal bénéfice. Et lorsque le choix se fait entre beauté et profit, la corporation choisit toujours le profit. Les designers pleuraient, les comptables comptaient l'argent. Mais tout cela pâlit face à ce qui se passait de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne. Car là-bas, la modeste Allemande de la série 3 provoqua une véritable épidémie criminelle. Et la faute n'en incombait pas à la voiture en elle-même. C'était une combinaison de facteurs qui fit de cette voiture un aimant pour les adolescents mal intentionnés. Un moteur puissant, une carrosserie légère, la propulsion arrière, et ce caractère vif, enclin au survirage dont nous avons parlé au début. Particulièrement prisée était la version 325i dans sa déclinaison sportive. Pour certains jeunes Britanniques, c'était la voiture de leurs rêves. Pas pour l'acheter, mais pour la voler. Ce phénomène reçut un nom, le joyriding. Littéralement, rouler pour le plaisir. Cela sonne inoffensif, presque charmant. En réalité, ce mot masquait un véritable fléau qui fit prendre la tête et les calculettes aux compagnies d'assurance. Et c'est ici que notre cauchemar des assureurs sort de la métaphore pour devenir un fait documenté. Nous allons maintenant parler de ce qui s'est passé et pourquoi les primes ont explosé. Donc, Grande-Bretagne, fin des années 80. Les magazines automobiles britanniques de l'époque, et notamment une revue mensuelle reconnue,
décrivait sans détour le phénomène qui ravageait le pays. Ils ne faisaient pas de sous-entendus, ils ne tournaient pas autour du pot. Ils en parlaient ouvertement, comme d'une maladie sociale. Les jeunes au penchant criminel traquaient littéralement les versions sportives de cette voiture. La 325i, en finition sportive, était le trophée ultime. On ne la volait pas pour la démonter et vendre les pièces. On la volait pour se faire plaisir, pour ressentir ce caractère vivant, pour la faire glisser dans un virage, sur une rue déserte la nuit. Puis, souvent, on la laissait simplement, ou on la brûlait. La voiture qui, entre de bonnes mains, offrait un plaisir immense, devenait, entre celles des voleurs, un instrument de chaos. Ce caractère honnête, cette propension au survirage qui faisait fuir les prudents, attirait au contraire ceux qui cherchaient des sensations fortes au volant d'un véhicule qui ne leur appartenait pas. C'est alors que sont entrées en scène les personnes qui savent compter l'argent mieux que personne, les compagnies d'assurance. Elles ont vu les statistiques de vol. Elles ont constaté à quelle fréquence un modèle précis, avec une finition donnée, figurait dans les rapports. Et elles ont fait ce qu'elles savent faire dans ce genre de situation. Elles ont augmenté les primes. L'assurance pour une 3 sportive est devenue exorbitante. Dans certains cas, assurer une telle voiture pour un jeune conducteur coûtait presque aussi cher que la voiture elle-même. Cela créait un cercle absurde. Ces voitures étaient adorées justement par les jeunes impulsifs. Mais elles leur devenaient financièrement inaccessibles à cause du coût de l'assurance. Et elles devenaient inaccessibles parce que les mêmes jeunes les volaient massivement. Voici donc notre titre résumé dans sa plus pure réalité. Le rêve des voyous, devenu le cauchemar des assureurs. Ce n'est pas une exagération littéraire. C'est une réalité documentée de la Grande-Bretagne des années 90. Passons maintenant à la conclusion de la production. Les berlines furent arrêtées en 1990. Elles furent remplacées par la génération suivante, la carrosserie E36. On pourrait penser que l'histoire est terminée. Mais non. Vous vous souvenez du break bricolé par l'ingénieur Reisbach? Eh bien, c'est lui qui a survécu à tous. Le dernier break touring est sorti de chaîne au printemps 1994. La voiture que la direction ne voulait pas du tout produire a fini par clore toute une époque. Il y a là une forme de justice acerbe. Au total, durant toute la période de production, 2 339 251 voitures furent fabriquées. Ce chiffre est documenté à l'unité près, avec la précision allemande. Mais avant de conclure, je dois tenir ma promesse. Au tout début, j'ai mentionné le designer en chef, Klaus Lutte, et promis de revenir sur son destin. Ce n'est pas un fait automobile, c'est une tragédie humaine, et elle jette une ombre sombre sur cette belle histoire. Klaus Lutte était un génie du design industriel, l'homme qui a façonné l'apparence de la marque pour des décennies. Mais dans sa vie personnelle, une catastrophe insondable s'est produite. À la fin des années 80, en pleine crise familiale grave, il commit l'impensable. Il tua son propre fils. Il fut condamné. Sa carrière chez BMW s'acheva instantanément et pour toujours. L'homme dont les mains avaient dessiné l'une des voitures les plus harmonieuses du XXe siècle s'était avéré capable du pire acte imaginable. Je ne commenterai pas cela. Il n'y a rien à ironiser ni à ajouter. Retenez simplement qu'au-delà des lignes parfaites de cette voiture se cache un homme au destin brisé et terrible. Revenons à la technique. Car je ne vous ai pas encore parlé du dernier piège que cette voiture réservait à ses futurs propriétaires. Un piège qui a coûté à beaucoup un moteur entier. En 1987, les versions 4 cylindres reçurent un nouveau moteur. Code usine M40. Sur le papier, il était plus moderne et meilleur que l'ancien. En réalité,
Les ingénieurs y avaient laissé une erreur qui le transformait en bombe à retardement. Le problème venait du système de lubrification de l'arbre à cames. Pour faire simple, l'huile arrivait à l'arbre par un tube fin, une sorte de canal d'huile. Or, ce tube avait tendance à s'obstruer. Il se remplissait de dépôts, de résidus, de produits de vieillissement de l'huile. Peu à peu, le conduit se bouchait, comme une canalisation sous un évier. Et voici ce qui se passait ensuite. L'arbre à cames, qui devait baigner constamment dans l'huile, se retrouvait privé de lubrification. Il commençait à fonctionner à sec, métal contre métal, sans huile. Et l'arbre s'usait, littéralement réduit en poussière. Vers 100 000 km, les cames pouvaient être usées au point que le moteur perdait sa puissance et fonctionnait mal. Mais ce n'était pas tout. Ce moteur avait aussi une courroie de distribution, et elle devait être changée strictement tous les 40 000 km. Pas tous les 45. Pas plus tard quand les finances le permettraient, strictement à 40 000. Parce que si la courroie cassait, les pistons entraient en collision avec les soupapes à pleine vitesse. Les soupapes se pliaient, le moteur devenait un tas de ferraille coûteux. Ainsi, la voiture que nous aimons pour son honnêteté et son caractère exigeait de son propriétaire non seulement de la maîtrise au volant, mais aussi une discipline d'acier avec la clé à molette. Elle punissait la paresse aussi sévèrement que la conduite téméraire. Manquer le changement de la courroie, c'était un passage obligé par une réparation lourde. Économiser sur l'entretien, c'était perdre l'arbre à cames. Et voici maintenant la question centrale de toute cette histoire. Pourquoi le monde continue-t-il à s'extasier devant cette voiture? Une voiture qui envoyait les amateurs dans le fossé, qui était massivement volée, dont le moteur s'usait lui-même, défiguré par des pare-chocs disgracieux et qui faisait pleurer ses propres designers. La réponse est simple et un peu triste. On aime cette voiture justement pour ce qui la rendait dangereuse, pour son honnêteté. Elle ne ment pas au conducteur. Elle ne cache pas son caractère derrière l'électronique. Elle exige que tu sois attentif, que tu comprennes ce que tu fais. Elle entretient un dialogue avec toi, que les voitures modernes ont oublié. Aujourd'hui, la voiture décide presque tout à ta place. Elle contrebraque, elle freine, elle corrige le survirage avant que tu aies eu le temps de paniquer. C'est pratique, c'est sûr. Et c'est mortellement ennuyeux pour ceux qui veulent véritablement piloter, pas juste être passager. Cette vieille petite Allemande te donne le contrôle total et la responsabilité entière. Tu veux aller vite? Apprends. Tu fais une erreur? Assume. Dans cette équation simple, presque cruelle, réside tout son attrait. Elle n'était pas parfaite, elle était authentique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on paie pour elle des sommes qui feraient tomber ses premiers propriétaires de leur chaise. Une berline familiale pour comptable est devenue un objet culte. Pas parce qu'elle était la meilleure, mais parce qu'elle était honnête jusqu'au bout. Voilà l'histoire de cette modeste petite voiture, conçue simplement pour corriger les erreurs du modèle précédent.